accélérer ce mouvement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le maximum de facteurs qui vont faire que la construction de l'os va être optimisée. Or, nous pensons, et là je me réfère à mes conversations avec des scientifiques, nous pensons que il y a un risque à faire ça. C'est que quand vous stimulez la construction de tissus osseux, vous stimulez une classe de cellules qui s'appelle des ostéoblastes, qui déposent en quelque sorte la matière osseuse. Or, cette classe de cellules, nous n'avons pas un stock infini. Mais le corps élimine ces excès de toute façon. Le corps, il va faire des os très lourds et très solides pendant 20 ans parce que vous allez consommer du lait. Et dans le lait, il y a du calcium, il y a des facteurs de croissance qui vont favoriser cette progression du tissu osseux. Mais ce faisant, vous coupez, en quelque sorte, dans la deuxième partie de la vie, des possibilités que pourrait représenter ce stock de cellules que vous avez surstimulé. Un peu comme si vous vous aligniez sur un marathon et vous commencez à sprinter. Vous allez tenir 3-4 kilomètres et puis ensuite vous allez terminer dernier. Une question de Marie-Françoise qui est à Orléans. Il y a beaucoup de courriels qui arrivent. Vous répondrez tout à l'heure aux auditeurs. Mais cette question pour commencer. Les pays asiatiques ne consommaient traditionnellement aucun laitage ni fromage. Quelle est la situation osseuse de ces personnes? Eh bien, elle est très simple. Je vais vous prendre le cas du Cambodge, par exemple. Au Cambodge, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il n'y a pas d'ostéoporose, c'est-à-dire qu'ils ne la mesurent même pas. Cette maladie est inexistante. En Chine, au Japon, l'ostéoporose, les cas de fracture du col du fémur, c'est 4 fois à 5 fois moins qu'en Europe. Les fractures vertébrales sont moins importantes qu'en Europe, mais pas dans cette proportion-là. Mais vous parlez quand même d'une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong. Alors, il y a une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong. Qui n'existe pas en Chine continentale. Absolument pas. Vous prenez les populations qui ont peuplé Hong Kong en Chine continentale, elles ne connaissent toujours pas l'ostéoporose, elles consomment très peu de calcium et très peu de laitage. La consommation de calcium, c'est 300 à 400 mg par jour en Chine continentale, et à Hong Kong, c'est quasiment les consommations que nous connaissons, et le mode de vie alimentaire occidental, c'est-à-dire que les enfants sont bourrés de laitage, de yaourt, et on voit aujourd'hui se développer l'ostéoporose. Et là, on est dans une situation absolument abracadabrantesque, en quelque sorte, parce que on a favorisé ce mode de consommation pro-laitier, et au lieu d'avoir soit maintenu les taux d'ostéoporose à ce qu'ils étaient, soit même les faire baisser, ce qui aurait été difficile, et ils rejoignent ceux que nous connaissons en Europe. Thierry Souccard, les mensonges et propagande, vous êtes l'invité de la Tête au carré. On vous retrouve dans quelques minutes avec les courriels des auditeurs sur franceinter.com. Nous sommes avec Thierry Souccard, dernière minute de l'émission avec les courriels des auditeurs pour parler du lait, mensonges et propagande aux éditions Thierry Souccard avec la préface du professeur Henri Joyeux, cancérologue. Le courriel d'Étienne qui habite à Lausanne. Il y a des raisons culturelles, nous dit-il, pour le développement des laitages en Europe. Entre autres, les pays nordiques manquent de vitamine D. De plus, le rachitisme est une maladie qui a disparu de nos contrées. Alors, trop de lait, comme toute chose, ça n'est pas bon. Par contre, pas de lait sans changer notre régime pour un régime cambodgien, par exemple, serait encore pire. Il est médecin et scientifique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, je pense qu'il est inexact de dire qu'en consommant plus de lait, on a plus de vitamine D. C'est exactement le contraire, puisque le calcium du lait écrase la vitamine D circulante, donc en consommant plus de lait, on a moins de vitamine D. Et c'est d'ailleurs le cas des pays scandinaves dans lesquels les taux de cancer liés à un manque de vitamine D sont très élevés, notamment le cancer de la prostate. Et le problème en termes de risque, c'est celui-ci justement. Daniel dit ceci, n'est-il pas vrai que la consommation de produits laitiers aide à la croissance? On va revenir donc sur les pays du nord de l'Europe qui consomment le plus de produits laitiers, mais c'est aussi, dit-il, dans ces pays que l'on trouve les gens les plus grands. Et en Extrême-Orient, où l'on ne consomme que peu de lait, la taille moyenne est bien en dessous de la nôtre. Et c'est tout à fait exact. Il y a un lien direct entre la consommation de lait et la taille. On voit bien que les adolescents, même en France, ont poussé ces 2 dernières décennies. C'est lié notamment aux protéines laitières. Et c'est aussi le problème auquel on est confronté en science, c'est que on ingère, lorsqu'on est enfant, des facteurs de croissance qui vont rester actifs durablement à l'âge adulte. Donc ils vont faire pousser, mais s'il y a un accident cellulaire du type lésion d'une cellule, ça peut également être un accélérateur pour certains types de cancers. Laurent vous demande ce qu'il en est du régime alimentaire de nombreux Indiens qui sont végétariens et dont le principal apport protéique d'origine animale provient de laitage, justement. Des Indiens végétariens Oui. Alors, il faut savoir que dans les végétaux, il y a énormément de protéines. Il y a à peu près
dans les feuilles, par exemple, ou les légumes, il y a à peu près 20 grammes de protéines de très bonne qualité pour 100 grammes de matière sèche. Un courriel de Richard, est-ce que ça n'est pas la consommation massive, voire outrancière, qui est dangereuse? Si l'on nuance sa prise de laitage, un yaourt par semaine, dit-il, est-ce que ça n'est pas tout de même un apport correct de calcium? Alors, il y a pas de crise d'apport du calcium en France, on manque pas de calcium, donc il faut pas se préoccuper des aliments sous la forme d'apport en médicaments, en quelque sorte, ou d'apport en nutriments, mais de leur qualité gustative. Si on aime les laitages, effectivement, il n'y a aucun risque à consommer modérément du fromage ou du yaourt. Alors, où peut-on trouver du calcium ailleurs que dans les laitages? Alors, on en trouve partout. On en trouve dans les végétaux, on en trouve dans les eaux minérales. Mais je crois qu'il est très important de comprendre que c'est pas en consommant plus de calcium qu'on aura plus de calcium dans l'os. On peut consommer beaucoup de calcium et le perdre en grande partie, simplement parce qu'on va absorber ce qu'on appelle une charge acide nette. C'est-à-dire qu'on va acidifier l'organisme et sa manière de se défendre, c'est de puiser dans le calcium osseux. Donc si vous consommez beaucoup de fruits et de légumes, vous amenez au contraire une charge alcaline nette qui va retenir et fixer le calcium. Et dans ces conditions, on n'a plus besoin de rechercher à tout prix des sources formidables de calcium. Alors vous parlez dans le livre de la digestion du lait, vous dites que 75% des habitants de la planète ne seraient pas capables de digérer le sucre du lait. Le sucre du lait, ça c'est le lactose. Ouais. D'abord, d'où vient ce chiffre, 75%? Des études épidémiologiques qui ont été faites sur plusieurs populations de tout pays. Et en France, je peux vous donner le chiffre, c'est à peu près 40-45% de la population qui ne digère pas, qui a du mal à digérer le lait, et notamment dans la partie méridionale du pays. Pourquoi? Eh bien parce que la partie méridionale du pays, les ancêtres de ceux qui, comme moi, habitent ou sont originaires du Midi, n'étaient pas éleveurs, donc ils n'ont pas eu cette mutation. C'est une mutation qui, dans les pays d'Europe du Nord et les pays scandinaves, permet de digérer le lait. Ça concerne 25% des habitants de la planète. Et quels sont les symptômes de l'intolérance au lactose, justement? Eh bien, c'est surtout des douleurs abdominales, des diarrhées, et ça peut se traduire également par des problèmes articulaires, des problèmes ORL, mais essentiellement le diagnostic, c'est des problèmes digestifs. Brigitte dit ceci: il y a quelques années, mon médecin de l'époque m'avait parlé des théories du docteur Seignelay sur les méfaits du lait, mais rares sont les médecins qui le connaissent. Personnellement, je ne consomme plus de laitage, mais j'ai de fortes pressions du pédiatre ou des puéricultrices pour que j'en donne à mon bébé après l'allaitement. Qu'en pensez-vous? Les jeunes enfants en ont-ils besoin? Il n'y a absolument aucune obligation de consommer des laitages, et ne pas en consommer n'expose à aucun risque de santé. Les pays où l'on consomme beaucoup de lait ne sont-ils pas aussi ceux où l'on vit le plus vieux, ce qui expliquerait le nombre élevé de cas d'ostéoporose, demande Annie à Valence? Et oui, mais non, parce que les chiffres que je donne dans le livre sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont calculés, on appelle ça en anglais age adjusted, c'est-à-dire ils sont ajustés à l'âge. C'est-à-dire qu'on regarde en Chine les femmes de 50 ans et on les compare aux américaines ou aux européennes ou 60 ans ou 70 ans. Clotilde demande ceci: si le lait n'a pas d'apport prouvé, d'où viennent alors les propriétés qui lui sont associées? Comment ont-elles été déterminées? Eh bien, vous savez, je peux arriver à vous persuader de l'intérêt de consommer 2 kilos de foie de veau par jour. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent. C'est que les lobbies pour vous? Essentiellement, oui. C'est clair, oui. Ça ne fait pas de doute. Julien, qu'en est-il des produits laitiers fermentés? Les produits laitiers fermentés sont des produits dans lesquels il y a des bactéries, qui sont des bactéries lactiques, et qui sont intéressantes. Ces bactéries sont intéressantes. Ce qui est ennuyeux, c'est d'avoir des bactéries intéressantes pour la flore digestive associées à un aliment qui finalement ne l'est pas beaucoup. Et on pense souvent on ne trouve ces bactéries que dans les yaourts, et j'aimerais dire ici que ça n'est pas vrai. Vous avez des cornichons, vous avez des olives, de la choucroute, tous ces produits sont fermentés. Tous les produits fermentés contiennent des bactéries qui sont intéressantes pour le tube digestif. Qu'en est-il du scandale du lait en poudre Nestlé distribué aux enfants africains et responsable de la mort de milliers d'entre eux, demande Antoine à Paris? Eh bien, c'est poussé à son extrême. Ça a été fait en Europe également, mais c'est poussé à son extrême l'expression d'un lobby qui cherche à tout prix effectivement à vendre, avec des conséquences là qui sont pour le continent africain dramatiques, puisque les mères qui renoncent à l'allaitement non seulement n'apportent pas les nutriments
seulement de manière idéale à leurs enfants, mais en plus ça les expose à un risque important de contamination microbienne, puisqu'on utilise pour faire des biberons des eaux qui sont mal stérilisées. L'Organisation mondiale de la santé a fortement critiqué ces pratiques. Allez, très rapidement, Frédéric, au Luxembourg, quid des autres laits, lait de jument, de chèvre? Alors, ce n'est pas exactement des laits, ce sont ce qu'on appelle des laits végétaux. Bon, je pense qu'il faut... De chèvre? Pardon. De chèvre. Excusez-moi. Chèvre et jument. Donc on est bien dans l'animal. Oui. Bon, probablement moins de risques parce que, comme je l'explique dans le livre, le lait de vache aujourd'hui est issu de vaches dont on a sélectionné la taille, qui sont des vaches qui apportent en plus du lait des facteurs de croissance à une hauteur très importante. Thierry Soucard, merci beaucoup. Les mensonges et propagande. Ce livre donc est publié chez vous aux éditions Thierry Soucard. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.